Malheureusement, cette guerre a duré parce que nous avons péché dans cette dimension de la diagnostic. Notre diagnostic a été généralement complaisant. Nous nous sommes limités en tant que... Diagnostic biaisé, vraiment complaisant. Nous nous sommes limités à voir les choses dans la surface. Nous avons confondu les symptômes à la pathologie. Nous avons cru que les causes, c'était les symptômes. Les symptômes, c'était quoi? C'était les pillages, les ressources naturelles. Les symptômes, c'était quoi? C'était les trahisons, la prédation. Alors qu'il y a des causes lointaines, il y a des causes proches, il y a des causes immédiates. Et l'homme scientifique doit poser les problèmes. La scientificité dans l'analyse d'un problème comme celui-ci repose avant tout sur l'élaboration ou la conception de ce qu'on appelle la problématique. Ok? Au-delà du problème. Qu'est-ce qui fait que ce problème soit aussi persistant et récurrent? C'est devenu quasiment une antienne. Notre pays, la République démocratique du Congo, est la proie des prédateurs de tout poil. Mais peut-être que l'on ne se pose pas de très bonnes questions. Quels sont les véritables enjeux de cette crise? Quels sont les véritables tireurs des ficelles de cette situation qui n'a fait que trop durer? Et alors, quelles sont les véritables pistes de solutions à cette situation, comme je l'ai dit, qui a déjà fait 30 ans. Voilà pourquoi nous avons décidé de recevoir pour vous un spécialiste de la politique internationale, professeur d'université qui enseigne la géopolitique, que nous allons découvrir ensemble. Il s'appelle Dr Silas Makamou. En dépit de vos multiples occupations, vous nous avez honorés. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On s'installe. Merci. Docteur Silas Makamou, vous avez plusieurs casquettes, hein, plusieurs dimensions, professeur d'université, écrivain, pasteur d'une grande église à Kinshasa, époux, père de famille. Mais finalement, comment vous faites? Comment vous gérez tout ça? Ben écoutez, tout est question de management, question de pouvoir établir ce que j'appelle une chaîne de priorités. On ne sait pas être partout à la fois, on ne sait pas tout faire. Il y a des choses pour lesquelles... vous n'avez pas les dons d'ubiquité? Non. Donc, je crois qu'il est question avant tout, comme je le disais, d'établir une chaîne de priorités. Qu'est-ce qui doit être fait? Mais aussi question de vouloir être utile à la communauté, tant sur le plan ecclésiastique que sur le plan scientifique et même sur le plan national. Mais je peux vous rassurer que ça n'a pas toujours été facile. Cela demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline, surtout pour ne pas être moyen partout. Parce que ça ne sert à rien de se retrouver à 3-4 endroits différents si on ne sait pas avoir de l'impact. Ce qui exige que vous soyez quelqu'un de discipliné, quelqu'un d'assez consacré, quelqu'un d'assez profond dans ce que vous faites pour pouvoir émerger au-delà de la moyenne. Question d'être un exemple, un modèle pour ceux qui vous observent. Et c'est aussi parce que Dieu, dans sa grâce, nous a donné une seule tête, mais il se peut qu'il nous donne plusieurs casquettes à porter. Et tout dépend de savoir quand est-ce qu'il faut porter telle casquette, quand est-ce qu'il faut avoir telle posture, quand est-ce que... Et il y a quelquefois une sorte de conflit entre ces différentes personnalités que vous portez en vous-même. Des conflits. En effet, est-ce que ici je réagis en tant qu'homme d'église? Est-ce que ici je réagis en tant que scientifique? Est-ce que ici je réagis en tant qu'observateur de la société? Et il faut réguler cela. Une bonne régulation, coordination. Coordination vous aiderait à être bon et utile. Ok, pourquoi pas être excellent? Je vous ai posé cette question parce que finalement, je ne sais pas, je vous ai reçu comme qui? Je crois qu'aujourd'hui, ma qualité de professeur d'université, ça c'est vrai, nous aiderait le mieux. Tout à fait. Mais aussi, il faut peut-être le souligner, je suis enseignant à l'école de guerre de FARDC. Ah, ok. Oui, je suis enseignant à l'école de guerre de FARDC.
spécialiste des questions liées à la géopolitique et à la géostratégie. Donc, ce qui me donne un regard un peu particulier par rapport à la situation. En tout cas, je vous prends au mot, vous êtes l'homme de la situation. Je ne dirais pas ça comme ça. J'admire votre humilité. Alors, vous êtes l'homme de la situation, en tout cas, laissez-moi le dire, je le confirme. Quelle est la lecture du scientifique que vous êtes sur cette situation qui n'a fait que trop durer? Ben écoutez, la lecture du scientifique, déjà, elle doit être une lecture objective, faite avec toute la froideur possible, loin des émotions, pour se démarquer de la lecture de l'homme politique ou bien de l'homme de la rue. La lecture scientifique, c'est que le scientifique cherche d'abord à relever les causes. Oui. Les causes proches, les causes immédiates et les causes lointaines. Malheureusement, cette guerre a duré parce que nous avons péché dans cette dimension de la diagnostic. Notre diagnostic a été généralement complaisant. Nous nous sommes limités en tant que... Diagnostic biaisé, vraiment complaisant. Nous nous sommes limités à voir les choses dans la surface. Nous avons confondu les symptômes à la pathologie. Nous avons cru que les causes, c'était les symptômes. Les symptômes, c'était quoi? C'était les pillages, les ressources naturelles. Les symptômes, c'était quoi? C'était les trahisons, la prédation. Alors qu'il y a des causes lointaines, il y a des causes proches, il y a des causes immédiates. Et l'homme scientifique doit poser les problèmes. La scientificité dans l'analyse d'un problème comme celui-ci repose avant tout sur l'élaboration ou la conception de ce qu'on appelle la problématique. Ok? Au-delà du problème. Qu'est-ce qui fait que ce problème soit aussi persistant et récurrent? Déjà, il faudrait ici, John, souligner quelque chose. Lorsque les 14 puissances se réunissent, les conférenciers de Berlin, quel regard, lorsqu'ils créent ce qu'on venait appeler à l'époque l'État indépendant du Congo, ils ne l'ont pas créé pour être un État au fonctionnement normal. Ils ont créé ce qu'on appelle en français un condominium, c'est-à-dire un bien qui appartiendrait à tout le monde. Un bien commun. Un bien commun, à qui on a donné la gestion, dont on a donné la gestion à un jeune roi, le roi Léopold II. Pourquoi on a donné la gestion au roi Léopold II? Parce que tous croyaient que c'était facile, après quelques temps, de les récupérer d'entre les mains de... Il était facile à manipuler, il n'avait pas une puissance militaire pour pouvoir défendre ces territoires. Par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, par rapport à la puissance américaine, par rapport à la puissance britannique, voyez-vous. Donc c'était parmi les maillons faibles, ok. Et lui, c'était calculé. Et lui aussi était conscient de sa fragilité. C'est d'ailleurs lui qui va inciter Otto von Bismarck à convoquer cette réunion. C'était pour se protéger. Donc la conférence de Berlin a quelque part protégé les biens que Léopold II croyait posséder. Ok. Alors déjà, dès le départ, on le considère comme un condominium. Et malheureusement, John, jusqu'à présent, la communauté internationale n'a pas évolué dans son paradigme. C'est-à-dire, le Congo reste un bien commun. Cette conception n'a pas changé. Mais le drame dans tout cela, c'est que même en interne, l'élite politique congolaise continue elle aussi à fonctionner partant de cette conception. Ce qui l'amène toujours à regarder vers l'extérieur pour trouver des solutions aux problèmes internes. Et cette façon de fonctionner ne nous a pas amené... On n'a pas encore coupé le cordon. On n'a pas coupé le cordon ombilical. Nous sommes restés trop dépendants des puissances occidentales. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement les puissances occidentales dont nous dépendons, mais nous sommes allés encore beaucoup plus bas, à dépendre même des régions, des différentes organisations régionales en Afrique, pour pouvoir défendre notre cause. Tout en oubliant que les États en géopolitique font face à deux contraintes permanentes. Première contrainte, c'est la survie. Deuxième contrainte, c'est la puissance. Et puisque la mondialité ou encore l'aspect international oblige les États à concourir, oblige les États à compétir pour survivre, mais aussi pour être le puissant qui impose sa volonté aux autres, nous avons laissé la voie aux États africains, certains États africains, à venir nous aider
tout en oubliant que ces États ne voudront jamais d'un Congo fort, d'un Congo puissant. Donc, nous aider serait aussi pour eux une façon de nous amadouer et nous maintenir dans l'impuissance. Un État comme l'Afrique du Sud ne voudra jamais d'un Congo puissant. Un État comme l'Angola ne voudra jamais d'un État puissant. Je parle de ces deux États, par exemple, qui ont manifesté leurs ambitions géopolitiques en voulant être des leaders. Alors, cette situation a aussi trop duré parce que toutes les fois que nous avons essayé d'apporter une thérapie, cette thérapie n'a voulu qu'apporter une accalmie ou encore baisser la fièvre. Alors que c'est de colmater, au lieu de relever les vrais problèmes. Parce que ça, on ne le dit pas souvent. Le Rwanda, on peut trouver une solution aujourd'hui. On peut trouver une solution soit par les négociations, soit par le recours à la force. On peut trouver une solution. Mais il faudrait savoir que dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, le Rwanda va encore se rebiffer, va se rétracter pour revenir encore à la charge. Ça fait partie de la quadrature du cercle. Il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, mais pas des solutions à la va-vite. Il faudrait qu'il y ait des solutions. Ces solutions doivent être prises en toute froideur, vraiment en prenant distance des opinions politiciennes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Rwanda a un sérieux problème. Lequel? Il y a une adéquation entre son espace, très petit, très réduit, et sa démographie très galopante. Ça, c'est le tout premier problème avec le Rwanda. Si le Rwanda nous pille aujourd'hui, c'est parce que le Rwanda veut profiter. Déjà en 1989, lors d'un séjour que le maréchal Mobutu a passé au parc de Virunga en 1989, son ami et frère, comme il aimait bien l'appeler, le président Juvenal Abiyarimana, va le rendre visite. Et lors de ses entretiens, lors de leurs entretiens, il va demander à Mobutu l'octroi de 2000 km². Pourquoi? Parce que il voulait élever son bétail, mais chez lui, il n'a pas d'espace. Donc, comme Kagame l'a fait au Congo-Brazzaville. Voilà. Même schéma. En fait, quand il le fait, c'est un message qu'il envoie au monde. Il ne le fait pas parce qu'il veut le faire à Brazzaville. Il le fait pour montrer au monde que j'ai un sérieux problème d'espace chez nous. Or, vous savez qu'un État, c'est aussi essentiellement son espace. Non, mais pasteur, là, je vous arrête. Comment quelqu'un qui a des sérieux problèmes d'espace a demandé à la Grande-Bretagne de lui envoyer les résultats? Justement, en fait, c'est paradoxal. C'est paradoxe, c'est un message qu'il lance au monde. C'est maintenant aux États qui sont aux alentours, qui disposent des espaces assez grands, non équipés comme la RDC, de comprendre le jeu auquel se livre le Rwanda. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, mais c'est aussi de la communication. Je ne vais pas faire un procès à un président qui pense que son État doit survivre et il a besoin de ce que c'est un bon leader. Voilà, un bon leader pour son pays. Il a la recherche du Lebensraum, de l'espace vital. Ça, c'est tout à fait normal. Un chef de l'État qui ne pensait pas, qui ne le fait pas, n'est pas digne d'être chef de l'État. Il le fait bon pour lui. Parce que c'est ça d'abord le rôle d'un chef de l'État. Assurer la survie de son État, mais aussi mettre en place une gouvernance, un management public qui permette à l'État d'atteindre la puissance pour ne pas subir la volonté des autres, mais plutôt imposer sa volonté sur les autres, aux autres nations. Donc ce qu'il fait, c'est de la bonne guerre. Donc quand il demande l'espace auprès de Brazzaville, quand il demande qu'on lui envoie des réfugiés palestiniens, ainsi de suite, c'est un message qu'il dit. Lui qui a un problème. Lui qui a un problème d'espace, parce que il voudrait dans cette manière-là avoir une légitimation dans sa démarche géopolitique. Pour amener les autres à croire que ben voilà, il veut bien nous aider, mais il n'a pas d'espace. Et de l'autre côté, rappelez-vous de ce que le président Sarkozy a dit en 2008 ici au Palais du Peuple. Lorsqu'il est venu pour, je crois 2008, lorsqu'il est venu, le Congrès, Parlement réuni en Congrès, il a parlé que les Congos étaient inégalement occupés, alors que de l'autre côté, ça c'est Sarkozy, mais ce n'est pas seulement Sarkozy, c'est le paradigme avec lequel le monde occidental regarde l'espace qu'on appelle la République démocratique du Congo. Ça c'est de un. De deux, on s'arrange aussi pour montrer à la face du monde que l'immensité de
espace qu'on appelle la République démocratique du Congo, c'est sous-continent 2 345 410 km², est trop grand pour nous. C'est-à-dire, nous avons du mal à imposer l'autorité de l'État. Comme qui dirait un géant, mais dirigé par des nains. Un géant, voilà, je ne le dirais pas, un géant dirigé par les nains, parce que depuis lors, nous avons du mal. Aujourd'hui, nous avons plus de 214 groupes armés. S'il vous plaît, 214 groupes armés qui sont la preuve, qui constitue une preuve que l'autorité de l'État a du mal à s'exercer et à assurer le contrôle sur l'intégrité du territoire national. Très grand. Le pays, voilà, parce qu'on veut donner le pays, que le pays serait trop grand. Mais ça, c'est aussi c'est un raccourci, c'est trop facile pour dire que le pays est trop grand. Nous ne sommes pas le pays le plus grand, ok? Nous avons aussi des pays aussi grands comme l'Algérie. Je prendrai l'exemple de la Russie d'ailleurs, voyez-vous. Donc, le problème, c'est que le management politique congolais, le leadership congolais dans sa dimension intellectuelle d'abord et dans sa dimension politique, pour ne pas dire politicienne, n'a jamais réussi à s'élever au niveau de défis et enjeux que représente son espace, du point de vue de sa territorialité, mais aussi du point de vue des ressources que cet espace regorge, et aussi du point de vue des appétits gloutons des États qui sont aux alentours. Aucun État ne va accepter de mourir affamé dès lors que chez nous ici, il y a assez de quoi, c'est grâce à quoi ils peuvent survivre. Donc, soit ils viendront nous faire la guerre, soit ils viendront pour coopérer avec nous. Mais pour qu'ils ne nous fassent pas la guerre et qu'ils puissent coopérer par nous, ce n'est pas à eux de décider, c'est à nous de décider en nous affichant dans une posture de puissance. Cette puissance obligerait les États européens, les États africains à ne plus passer derrière de groupes armés comme le Rwanda le fait aujourd'hui par ses supplétifs de M23 AFC et consorts. On les obligerait, et pour cela, il y a des préalables. L'un des préalables, c'est la construction d'une armée. Je dis bien la construction d'une armée. Parce qu'une armée est une architecture. Une armée n'est pas le rassemblement comme je le vois, où on va à gauche, à droite, on amène des jeunes gens. On recrute à la va-vite. Ben écoutez, on n'est pas en train de résoudre les problèmes. On est en train de faire une solution cosmétique. Une armée est une architecture. D'abord, John, un État sérieux ne construit pas une armée s'il n'a pas d'abord défini le rôle que lui, l'État, voudrait jouer sur le plan géopolitique, pour que l'armée sur le plan géostratégique assume ce rôle-là. C'est-à-dire l'armée, comme le disait Clausewitz, ce grand stratège du 19e siècle, il dit que la guerre, c'est aussi la continuation de la politique par d'autres moyens. Ce qui signifie, avant de construire une armée républicaine, il faudrait que la République démocratique du Congo définisse le rôle qu'il veut jouer au niveau de la région et au niveau de la globalisation, dans la mondialisation. Or, l'armée n'aura de rôle que l'État va lui assigner. Or, pourtant, un État qui ne sait pas encore assigner un rôle ne peut pas construire une armée. Sinon, c'est une junte, c'est un groupe armé. Non, mais docteur, la mission primaire d'une armée, c'est sécuriser l'intégrité territoriale d'un pays. Les armées des États, les armes, ça c'est dans les traditionnels. C'est dans la folklorique. En tout cas, ça évolue. Les armées des États modernes sont mises sur pied pour assurer la continuation de la politique de cet État par d'autres moyens, c'est-à-dire par la contrainte ou par la force. Sécuriser les biens des personnes, sécuriser l'espace, ce sont des... C'est dans le cadre d'une vision expansionniste de cet État. En fait, c'est ça le problème. Voyez-vous un Congo exister sans une vision hégémonique, pour ne pas parler de l'expansionnisme? Non, on n'a pas besoin de l'expansionnisme, mais on a besoin d'une vision hégémonique. Nous avons besoin d'une vision de leadership. Voyez-vous, nous avons besoin pour le Congo, je ne dirais même pas que c'est une option, c'est une nécessité, un impératif. Au regard de notre position géostratégique, Franck Fanon le dit, nous sommes la gâchette. Nous sommes entourés de 9 États voisins qui ont tous comme dénominateur commun l'instabilité. Ces États sont tout le temps instables. Qui sont tous des agresseurs potentiels.
des potentiels agresseurs. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, demain, ça peut être l'Angola, demain, ça peut être le Congo-Brazzaville, demain, ça peut être le Soudan, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans l'obligation d'être celui qui conduit et non pas celui qui est conduit. Et pour cela, l'armée que nous allons construire devrait être cette armée qui, au-delà de ses prérogatives primaires, traditionnelles, de veiller à l'intégrité du territoire, d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en interne, mais ça devrait aussi être une armée qui soit capable de se projeter, ou encore d'assurer ses services en dehors de nos frontières. C'est-à-dire une armée dont la compétence et l'expertise peut être exportée. Ce n'est que dans cette dimension. Docteur, sans faire l'apologie du Rwanda, c'est ce que fait Kigali en ce moment. C'est ce qu'on appelle la diplomatie militaire. Au fait, il y a un problème, John. Je crois que le Rwanda nous a beaucoup piégés, jusqu'à nous mettre devant un tableau qu'on appelle la rwandophobie. Cette rwandophobie nous empêche maintenant de réfléchir. Cette rwandophobie nous empêche même d'étudier le Rwanda. Ce que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui, il voudrait faire les relais de ce que les Zaïre de Mobutu a fait à une certaine époque. Et pour jouer ce rôle-là, il faudrait avoir des moyens. C'est que le Rwanda aujourd'hui, c'est parmi les pays africains qui est parmi les plus grands contributeurs en termes de troupes dans les instances internationales. Le Rwanda aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de le dire, moi je ne suis pas politicien, ok? Donc je me permets de le dire, et ça, il ne faut pas tomber dans le piège de cette rwandophobie qui nous empêche de réfléchir, ou bien de réfléchir en dongi, en lingala dongi, c'est-à-dire très court, mukuse. Non. En géopolitique, il y a un principe sacro-saint. On ne protège pas l'objectif dans l'objectif. La sécurité de ces studios dans lesquels nous nous trouvons ne doit pas être placée dans ces studios. Il faut que ça soit placé en dehors. Ce qui amène les grandes nations, par exemple, à avoir des bases militaires en dehors de leur territoire. Ça vous permet de contenir l'ennemi chez lui et de ne pas le laisser venir chez nous. Et même le Burundi l'a compris. Le Burundi l'a compris. Donc si le Burundi c'est pas chez nous, le Burundi ne c'est pas pour nous pour nous aider. Le Burundi protège son régime, mais chez nous. C'est-à-dire il a déplacé les théâtres de combat, que ça ne soit pas chez lui, mais il veut régler ses comptes au Rwanda, chez nous, au niveau du Vira, Fizi, ainsi de suite. Avec moins de victimes. Avec moins de victimes, et les complexes que le Rwandais ne comprend, le Congolais, ne le comprend pas. Donc le Rwanda a compris qu'il faudrait qu'il puisse exporter, il faudrait qu'il fasse sous-traiter la sécurité des autres États. Il est en Centrafrique, il est au Mozambique, grand contributeur au niveau des casques bleus, au niveau de l'ONU, ainsi de suite. Nous aussi, il nous faudrait une armée comme celle-là. Mais pour y parvenir, il faudrait que les recrutements déjà soient un peu sélectif. Vous savez, Georges Clemenceau, le président français, disait que l'armée est tellement vitale à la survie de la République qu'on ne doit pas la laisser entre les mains des brigands qu'on croit convertir en soldats. Là, je voulais parler de Ouazalendo, mais... Non. On risque de nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Non, ne vous en faites pas. J'ai beaucoup d'admiration pour ces vaillants hommes. Ouazalendo, je crois que d'une certaine manière, il faut dire Ouazalendo, le Congo tout entier. Voilà. Donc, on devrait faire cela. Mais seulement, il se pose un certain problème dans les narratifs lorsque nous évoquons le Ouazalendo. Parce que les Ouazalendo sont la béquille volontaires que ces jeunes gens patriotes, défenseurs de leur terre, ont apporté au FARDC. Ce qui signifie que les Ouazalendo sont à la fois une aide que l'on apporte à nos forces armées, mais ceux-ci sont la preuve, les symptômes que nos forces armées sont en déconfiture, sont en déconstruction. Voilà pourquoi ça a fait un peu mal à chaque fois qu'on dit nos FARDC et Ouazalendo. Donc on ne sait pas dissocier cela. Et même certains, quand on dit, je suis vu il y a 2-3 jours que les Ouazalendo ont repoussé. Parce qu'une armée... En tout cas, sur le terrain, ils sont dynamiques.
vraie dynamique. Ouais. Et leur dynamisme, lorsque nous l'évoquons, je pense que notre gouvernement doit savoir maintenant comment présenter la chose. C'est-à-dire comment mettre des chaussures qui ne vous appartiennent pas sans que tout le monde sache que ça ne vous appartient pas. Ok. Donc comment par la voie d'une communication stratégique camoufler cela, parce que c'est la preuve que vous n'avez plus d'armée, c'est la preuve que vous n'avez plus une armée régulière au fonctionnement traditionnel et véritable. Parce qu'une armée, John, ce n'est pas que les soldats. Nous avons des bons soldats, je peux vous rassurer. Nous avons des éléments, mais l'armée, c'est avant tout le commandement. Donc, autrement dit, nous avons une armée sans âme. Parce que l'âme de l'armée repose sur trois choses. Le commandement, la logistique, la moralité. C'est-à-dire l'homme. Moralité. C'est-à-dire des hommes achevés. Ce que dit Clémenceau. C'est tellement vital. Mais ça, les péchés par rapport à notre armée ne commencent pas avec le président Félix, ou encore avec le président Kabila. Notre armée n'a presque jamais été construite. Mais docteur, ça choque quand l'on dit ça. La seule armée disciplinée, avec un commandement cohérent, harmonieux, avec une mission bien définie, a d'abord été le force publique belge. Mobutu a hérité. Et ils étaient en culotte, hein, ça j'ai c'est pour dire que c'est pas de la tenue qui compte. Oui. Alors, bien habillé. Voilà. Et à l'époque, quand Mobutu arrive au pouvoir, les 10 premières années, il bénéficie de cette discipline, de cet engagement et de cette morale dont faisait preuve le force public et après le force armée du Congo et puis FAS. Mais c'est lorsque, dans le souci de se sécuriser, et Mobutu a pensé que pour une meilleure sécurisation de son régime, il était dangereux d'avoir une armée cohérente, une armée sérieuse. Il craignait un coup d'État. C'était aussi le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, malheureusement, ça nous a fragilisé aujourd'hui jusqu'à présent. Depuis Mobutu, on n'a plus construit une armée. Nous avons désormais une armée en pyramide renversée où on a ce pléthore des officiers supérieurs qui sont pour la plupart des affairistes, qui sont choisis en fonction des tribus. Et voilà, quand on est le Congo entouré de 9 voisins, on ne peut pas se donner ce luxe-là. Le Congo doit, au-delà de vouloir être un État démocratique, un État de droit, le Congo doit essentiellement être un État stratège. Un État stratège parce que, malchance ou chance, Dieu vous a donné tout ce dont le monde a besoin. L'avenir du monde, c'est le Congo. Mais l'avenir du monde peut aussi se conjuguer sans le Congo. Je vais répéter. L'avenir du monde, c'est le Congo. Mais l'avenir du monde peut aussi se conjuguer sans le Congo. Et beaucoup veulent cette deuxième thèse. Pas seulement beaucoup, mais nous-mêmes aussi, nous ne faisons pas preuve que nous ne voulons pas de cette deuxième thèse. C'est-à-dire, lorsqu'on constate notre comportement, lorsqu'on observe notre comportement en interne, vous prenez le leadership au niveau politique, au niveau intellectuel, scientifique, médiatique, religieux, c'est-à-dire, il y a comme un déni d'exister, c'est-à-dire une volonté affirmée de ne pas exister. Or, pour nous, Congo, la seule façon pour nous d'exister, ce n'est que dans la puissance et non pas dans l'impuissance, John. Voyez-vous? Et pour cela, il faudrait que l'état de droit ne nous fasse pas oublier l'avènement ou encore l'ambition d'être un État de droit, ne nous fasse pas oublier d'abord d'être un État stratège. Que l'État démocrate ne nous fasse pas d'abord d'oublier d'être un État stratège. Pour un pays qui a vu son régime renversé par une coalition venue de l'extérieur, pour un pays qui a vu son chef d'État en mission, en fonction, être tué aussi avec l'implication de ces mêmes États voisins, pour un pays qui a vu 18 ans de présidence de Kabila avec une difficulté sérieuse de mettre en place une armée,
cet État-là, ce pays-là, a besoin de moins parler et de beaucoup plus prier. De beaucoup plus, excusez-moi. Ça m'a surpris. Non, je comprends. Vous êtes un homme de Dieu, pasteur. Oh my goodness, sorry. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Le côté pasteur a pris le dessus sur le côté scientifique. Désolé, la pastorale m'a récupéré. Alors, en tout cas, ne coupez pas dans les réseaux. Alors, c'était un lapsus. Donc, cet État a besoin de réfléchir. Je crois qu'il est temps de ne plus seulement envoyer nos enfants au front, mais d'abord d'envoyer nos cerveaux au front. 30 ans d'humiliation, c'est assez. Mais les 30 ans d'humiliation durant lesquels nous ne savons rien faire, parce que le Rwanda a réussi à nous infiltrer, et l'infiltration du Rwanda n'est pas seulement au niveau de l'armée. J'ai découvert que le Rwanda a réussi à nous infiltrer même dans notre subconscient, c'est-à-dire dans notre imaginaire collectif. Notre réflexion fragilise le Congo dans cet enjeu, mais donne de l'avantage aussi au Rwanda. Par exemple, cette promptitude avec laquelle nous voulons nous rassembler pour prier. Prier pour le Congo? C'est presque anormal maintenant. Oh, c'est un problème, ça? Oui. Ah, c'est un pasteur qui parle. C'est un pasteur qui parle. Oui. Heureusement pour moi, Dieu m'a aidé à comprendre un tout petit peu la Bible, mais aussi à comprendre la vie des nations, un tout petit peu. L'État d'Israël qui est plus haï que le Congo. Israël n'est entouré. Nous, ici, nous n'avons que l'Ouganda et le Rwanda qui semblent être entouré. Quel de ses ennemis déclarés, hein, des ennemis déclarés. Mais c'est aussi cet État d'Israël qui peut aujourd'hui, parmi les 204 ou 206 États membres des Nations Unies, qui peuvent prévaloir avoir une relation privilégiée avec le Dieu créateur. Mais cet État a fait de l'armée une obligation constitutionnelle. Ah oui. À 17 ans, la fille va faire 18 mois d'armée. Le jeune homme à 18 ans va faire 2 ans de formation militaire. Une réserve. Ils ont la 5e armée de l'air du monde. Ils ont le service de renseignement le mieux affûté, la Mossad. Donc, je pense que... au SAL, voilà. Ils sont imbattables. Au SAL, ils sont imbattables. Plus de 40% de l'arsenal militaire que les Tsal utilisent sont fabriqués par eux-mêmes. Je pense que pour nous, les Congos qui aiment prier, l'exemple c'est Israël. C'est-à-dire réfléchir. Vous voulez dire que la prière n'apportera rien? Non, je ne peux pas. La prière apporte. Hier, on a tous gêné. Le 29, on a une marche de soutien. Nous, pasteurs, avec beaucoup d'autres amis pasteurs, vous verrez certainement le communiqué dans les médias. Le 29, nous avons une grande marche dans les grands acteurs de la ville de Kinshasa pour soutenir. Mais moi, en tant que pasteur, mais aussi en tant que bibliste, en tant que théologien formé, formateur, je ne peux plus tomber dans cet obscurantisme religieux qui nous amène tout le temps à prier. Non. La preuve, c'est que nous avons prié avant les attaques, nous avons prié pendant l'attaque, nous avons prié après les attaques. Les choses n'ont pas changé parce que Dieu n'attend pas que nous continuions seulement à prier. Ce que j'aimerais dire ici, devenir un État stratège fera de la prière un élément essentiel dans notre démarche pour recouvrir la paix, mais la prière n'est pas un bataillon de FARDC. La prière n'est pas une stratégie de victoire face à un ennemi étatique, parce que nous ne sommes pas plus chrétiens que le Rwandais, nous ne sommes pas plus chrétiens que le un membre du gouvernement nous a parlé d'une armée céleste. Un autre problème que nous avons, c'est la mère des armées. Ben écoutez, je me plains beaucoup, John, ça fait très très mal, ça décourage. Le gouvernement ne nous aide pas avec les membres du gouvernement ne nous aident pas avec leurs sorties médiatiques. Nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des idiots. Il y a certains Congolais qui réfléchissent, qui savent lire entre les lignes. Quand un membre du gouvernement parle de l'armée céleste, c'est-à-dire qu'il a envoyé en congé nos FARDC. Aveu d'échec. C'est un aveu d'échec gravissime. Vous comprenez? Parce que pendant la guerre, son auditoire, il était non, pas question. Non, pas question. Dans un moment de guerre comme celui-ci, il faut une communication dite stratégique. C'est-à-dire que les mots
soit choisi. On n'utilise pas n'importe quel mot. Je parle bien de mots. En fait, dans un moment comme celui-ci, il faudrait qu'il y ait une cellule de communication stratégique, soit au niveau de la présidence, soit au niveau du gouvernement, qui instruit à tous les officiels, qui voudraient que ce soit en interne comme à l'extérieur du pays, qui devraient parler, qu'ils parlent comme des perroquets. Des experts comme vous, là. Comme des perroquets, c'est-à-dire comme des perroquets dans le sens où je vais dire que ce que je dis a déjà été traité dans les laboratoires. On a déjà traité, on a déjà évalué l'incidence. On met des mots dans la bouche. On vous met des mots dans la bouche. On ne peut pas parler d'une armée céleste, même ceux qui vont gagner, biso armée céleste et Zali. Eh bien, c'est applaudi, là. Mais c'est là pourquoi je parlais de l'obscurantisme religieux. Le Rwanda a même réussi à noircir le côté religieux. Le Rwanda a fait un grand travail d'infiltration. On nous a donné, nous sommes tombés dans une théologie qui démobilise, une théologie de l'émotion qui va en conflit avec la raison, qui va en conflit avec les discussions profondes, qui préfèrent rester dans la surface Nzamba Kosala, Nzamba Kosala, Nzamba Kosala. Je crois aux jeûnes et prières. Hier, tous nous étions en jeûne et prières. Mais le fait pour moi de jeûner ne m'empêche pas de continuer à réfléchir. La Bible dit ceci, John, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Je pense que en ce moment ici, le gouvernement devait plus faire appel aux experts. Regardez, au regard de l'évolution, au regard du débâcle de Goma, au regard de la prise de Bukavu, il y a des questionnements que certains experts en polémologie, rénologie, en géopolitique se posent sur l'état de santé de notre armée. En tout cas, ça laisse à désirer. Vous comprenez? Ça pose des questions. Ce qui nous amène dans l'optique de pouvoir voir la possibilité en tant qu'État pour limiter l'hémorragie, réduire sensiblement les dégâts en termes de perte de vies humaines, penser à la négociation. Mais la difficulté c'est quoi? C'est que pendant presque tout ce temps, le gouvernement n'a pas créé, n'a pas laissé une brèche. En déclarant haut et fort, nous n'allons pas négocier, nous n'allons pas négocier, nous n'allons pas négocier. Ça, c'est la posture qu'un gouvernement va négocier, mais pas avec les pantins. Cette façon de le faire, de le dire, c'est vrai. Maintenant, quand le gouvernement prend cette posture-là, radicale, c'est ce qui doit être fait de manière officielle. Maintenant, généralement, dans des moments comme celui-ci, ce n'est pas la première. Nous ne sommes pas les premiers à être agressés. Ce n'est pas la première fois pour nous d'être agressés. Beaucoup d'autres États ont été agressés, ont été en conflit. Alors, les experts auraient conseillé, par exemple, au gouvernement, vous continuez à être radical dans l'option de faire la guerre sans qu'il n'y ait pas question de négocier. Mais donnez aussi une brèche aux experts pour expliquer l'issue de conflit. Il n'y a que deux. Soit c'est par la force, soit c'est par la négociation. De manière à ce que si jamais par inadvertance ou par concours de circonstances, par évolution sur le théâtre de combat, il s'avérait que nous sommes obligés de négocier avec les patins, les marionnettes, que cela ne soit pas perçu par l'opinion publique comme un aveu d'échec ou comme une trahison. Mais qu'on s'est dédié. Qu'on s'est dédié. D'où, en amont déjà, il faut le faire. Voilà pourquoi vous allez voir tous les États sérieux, lorsqu'ils sont engagés en guerre, vous allez voir sur les plateaux de télévision, on fait plus appel aux experts. On fait plus appel aux spécialistes parce qu'ils parlent sans état d'âme. Ils parlent sans émotion, sans militantisme. Ils disent ce qu'ils doivent dire. Mais un médecin peut vous dire pourquoi est-ce que Bakata a le colo. Bakata a le coloté mais parce que pour éviter métastase. Pour que le cancer n'avance pas. Donc ainsi, les jours où on coupe la main à l'enfant ou le pied, c'est peut-être un exemple, pas bon exemple que j'ai pris, mais au moins c'est pour nous faire comprendre, pour qu'on ne dise pas que vous êtes dédié. Ok? Vous n'êtes pas en train de vous contredire. Donc il est important que nos gouvernants
voient les choses de cette manière-là. Parce que ce n'est pas eux qui sont menacés. Docteur, avec vous... C'est la République dans son existence qui est menacée. Avec vous, en tout cas, je n'ai pas vu le temps passer. Désolé. Mais les quelques minutes qui nous restent, Okay. Vous êtes spécialiste des questions de la politique internationale. Là, nous avons l'impression que l'empire du silence commence à tomber sur l'échiquier mondial. Ouais. Les résolutions Ouais. des instances internationales, les sanctions des puissances occidentales, à l'instar de la Belgique, La Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, commencent à tomber. Ouais. Pensez-vous qu'une lueur d'espoir peut-elle venir de ces côtés-là? L'espoir fait vivre, dit-on. Avec les sanctions, peut-on espérer à la fin de Bon, je crois qu'on ne doit pas... D'abord, il faudrait apprécier ces prouesses à leur juste valeur. Nous avons fait conjuguer le monde en République démocratique du Congo pendant presque 3 semaines. Oui, pendant presque 3 semaines, notre machine diplomatique... Grâce à une dame, hein? Grâce à une dame, mais pas seulement grâce à une dame, mais aussi grâce au tout premier diplomate congolais qui est le chef de l'État. Lui-même. Nous nous sommes battus pour arracher la résolution 2773. Nous sommes... nous avons... Je ne parlerai pas de victoires diplomatiques, je parlerai de prouesses. Prouesses avancées. Parce que victoire, c'est lorsque, si par ces démarches, on a fini, on a réussi à trouver... Alors, ça, c'est vraiment quelque chose à apprécier. Le Rwanda, plus personne ne va s'afficher aux côtés du Rwanda sans se culpabiliser. Le Rwanda est regardé aujourd'hui comme les méchants. Ce n'est plus le partenaire. On l'a isolé du point de vue diplomatique. Ça, c'est de un. De deux. C'est pas anodin. Hein? Non, c'est pas anodin. Il ne faut pas les minimiser. Ils disent, sanctions, écoutez, il faut d'abord commencer à apprécier. Vous savez, il y a des matchs que l'on perd, mais le coach est content parce qu'il a remarqué une grande cohésion dans son équipe. Ok? Il y a des matchs qu'on perd, mais le coach est le plus heureux parce qu'il dit, finalement, j'ai une équipe. Je viens de découvrir 2 de mes 3 joueurs qui ont été excellents. C'est comme ça aussi la politique. Donc, on peut perdre une bataille sans forcément perdre la guerre. Ok? D'ailleurs, même la victoire d'une guerre peut être la compilation de batailles qu'on a perdues, mais par une résilience stratégique, on a modifié ces tactiques pour pouvoir décrocher à la fin une grande victoire dans l'ensemble. Alors, sur le plan diplomatique, nous avons fait beaucoup de prouesses. Bravo à la Mineta, Kaikwamba, Wagner, bravo à tous ces collaborateurs qui ont fait ce grand travail. Bravo à notre ambassadeur qui est à New York, le professeur Njongolo. L'ambassadeur rwandais à New York a été limogé. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Bon, alors, maintenant, ce qu'il faudrait ici, c'est comme l'a dit le président de la République. J'ai aimé la prudence du président de la République lorsqu'il a parlé à ses partenaires de l'Union sacrée. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il a été très réaliste. Et ne tombons pas dans le triomphalisme. Les sanctions ont rarement mis fin à des guerres. Vous avez l'exemple de Poutine qui, depuis 2014, lorsqu'il a conquis la Crimée, il y a eu une pluie de sanctions. Mais la résilience russe a amené Poutine à repenser sa politique, à nationaliser presque la plupart de ses intérêts qui étaient à l'extérieur, avant que le 18 février 2022 qu'il attaque l'Ukraine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il continue à survivre en dépit des sanctions. Et à s'investir vous avez vu avec la Syrie ce que les sanctions ont donné. Ok? Donc, les sanctions peuvent être efficaces, mais à une certaine mesure. Ne tombez pas dans le triomphalisme. Cela serait une preuve de notre paresse intellectuelle. Naïveté, c'est très dangereux. Et autre chose qu'il faudrait dire, c'est l'homme. Étudier la posture de l'homme. On veut faire la guerre aujourd'hui, on a étudié Poutine. Aujourd'hui, le monde mondialisé étudie Donald Trump. Nous aussi, on doit étudier Kagame. Écoutez ce que le président Paul Kagame dit. Il a dit une phrase qui a été un message très fort qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Il dit que s'il lui était demandé de choisir entre les sanctions et l'existence, il choisirait l'existence. C'est-à-dire que c'est un vent en guerre. C'est une machine de guerre. C'est quelqu'un qui ne se soumet pas à ce qu'on appelle les law war. Law war, c'est-à-dire que c'est la guerre des normes et la guerre de la judiciarisation de la guerre. C'est la guerre du droit international. Il dit ils sont fous
Lui voudrait voir la guerre propre. Lui voudrait, il tient à la survie. Et ça, c'est un message qu'il nous envoie pour dire que si nous n'allons que dans l'optique diplomatique, il peut se rétracter aujourd'hui, mais demain il peut encore rebondir pour nous faire du mal. D'où la paix la plus durable que nous pourrons trouver, c'est celle que nous parvenons peut-être à négocier aujourd'hui, mais qui dans l'entretemps nous permet aussi de nous reconstruire en tant qu'armée républicaine professionnelle et dissuasive. Donc ne dormons pas sur nos lauriers, nous continuons à mener le front diplomatique, mais aussi le front patriotique en interne, parce qu'une guerre comme celle-ci a besoin d'une dimension popularisée. Donc là, c'est pas encore votre conclusion, mais je vous invite à faire un pas. Avec vous, j'ai pas vu nos 3/4 d'heure passer. Il y avait vraiment beaucoup à dire. Je crois qu'on doit revenir sur ça, parce que des hommes comme vous, vous êtes experts. Les experts dont parle le président du CESAC, voilà, nous avons trouvé un de ces experts. Mais je vous cède mon micro. Ça sera votre conclusion. Vous ignorez moi, regardez cette caméra, adressez-vous à la population congolaise par rapport à cette situation de l'Est. Merci, très chers compatriotes. Cette guerre n'est pas la guerre de l'Union sacrée, n'est pas la guerre du président de la République. Cette guerre serait survenue, peu importe qui aurait été à la manette, à la tête du pays. Le Rwanda, l'Ouganda nous font la guerre parce que ils veulent survivre et ils pensent que leur survie repose sur notre fragilité. Alors, ce que je nous demande, c'est de taire nos divergences politiciennes. C'est de transcender les sentiments tribalistes. C'est de transcender les militantismes et de regarder droit dans une même direction pour comprendre que nous ne sommes pas en train de nous battre, en train de cogiter pour l'intérêt du président de la République en tant qu'individu, mais nous le faisons pour notre nation. Le pays de nos enfants, le pays des enfants de nos enfants. Soyons ensemble patriotes, que la patrie prenne le dessus sur les partis, que le patriotisme prenne le dessus sur le militantisme. La République démocratique du Congo a la vocation d'être la nation leader et non pas la nation balkanisée ou encore la nation qui suit les autres. Et pour cela, nous avons besoin d'un peuple. Un peuple qui comprend pourquoi il existe et un peuple qui comprend que c'est à lui que revient le devoir de défendre l'intégrité de son territoire. Ne dites plus jamais « je suis Goma ». Ça, c'est tombé dans le jeu des Rwandais. Ne dites plus jamais « je suis Bukavu ». Ça aussi, c'est tombé dans le jeu des Rwandais. Dites plutôt « je suis la République démocratique du Congo ». 2 345 410 km². Lorsque vous dites que je suis Goma, vous êtes en train de céder Rutshuru, vous êtes en train de céder Bunagana, vous êtes en train de céder toutes ces parties-là. Ne tombez pas. Parce qu'un peuple intelligent, on le reconnaît aussi dans sa rhétorique. C'est son narratif qui détermine le niveau du paradigme, la qualité des paradigmes avec lesquels il fonctionne. Nous ne sommes pas Goma, nous ne sommes pas Bukavu, nous sommes la République démocratique du Congo, 2 345 410 km². Aux hommes politiques, la communication doit être une communication qui galvanise, qui rassemble, qui fédère et non pas qui divise. Je finis en donnant ce proverbe africain qui dit, John, quand la case brille, ce n'est pas le moment de chasser la souris. On ne chasse pas la souris quand la case brille. On ne fait pas les procès aux uns et aux autres pendant qu'on est attaqué. C'est jouer les jeux de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Docteur Silas Makangu, au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Mais pour le moment, je vous libère. Au revoir. Merci. Merci, John. En tout cas, pour ceux qui viennent de les découvrir, homme de Dieu, professeur d'université, spécialiste des questions internationales, expert des questions liées à la géostratégie, expert des questions liées à la géopolitique. C'est aussi, là, moi je l'ai découvert aussi aujourd'hui, un expert des questions liées aux armées. Il s'appelle Silas Makangu. Je pense qu'après cette vue panoramique, nous, on n'a plus rien à ajouter. Mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux, et comme toujours avec les mêmes